Les traitements symptomatiques, vous savez que la modification de la salivation, et en particulier ce qu'on appelle l'hypersalivation, même si c'est un mauvais terme, puisqu'en fin de compte les patients n'hypersalivent pas, ils produisent pas plus de salive, mais en tous les cas il y a un phénomène de bavage qui se fait chez un certain nombre de patients, et en tous les cas un des moyens pour le clinicien, c'est d'essayer de diminuer la production salivaire. Il y a un certain nombre de techniques possibles, l'utilisation de patchs de scopoderme, éventuellement les injections de toxines botuliniques au niveau des glandes salivaires. Et puis, il y a des cliniciens qui ont proposé des radiothérapies externes au niveau des glandes salivaires avec des résultats qui sont intéressants et qui sont durables. Le syndrome pseudobulbaire qui se manifeste par l'hyperlabilité émotionnelle, qui est dans un certain nombre de cas amélioré par la mitriptyline, c'est-à-dire le Laroxyl à faible dose, mais pas toujours, soit par les IRS. Et il y a une publication qui a montré que le dextrométhorphan et de très faibles doses de quinidine pouvaient améliorer ce syndrome d'hyperlabilité émotionnelle. Et puis, vous savez, le cannabis est un petit peu, à l'honneur, puisqu'il a des vertus qui ont été prouvées dans un certain nombre de pathologies, en particulier indications dans les douleurs, dans la sclérose en plaques. Nous, dans les phénomènes douloureux, et alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de patients qui ont des douleurs neurogènes, mais il y a un certain nombre de patients qui se plaignent de crampes, qu'ils sont extrêmement douloureuses. Donc il y a un essai qui a été tenté avec ce dérivé du cannabis. Malheureusement, on n'a pas montré d'effet significatif ni sur le plan de l'intensité, ni sur le plan de la fréquence des crampes, ni sur le plan de la qualité de vie. Dans les essais thérapeutiques, évidemment, tout le monde attend ça et tout le monde à chaque fois est déçu parce que probablement dans la compréhension des mécanismes, d'abord on les comprend pas tous, et puis il faut bien imaginer que chez un patient donné, on arrive déjà sur le plan clinique après une phase biologique qui a été silencieuse, et que il faut bien imaginer qu'il y a déjà une grande partie des motoneurones qui ont été détruits, et donc l'idée c'est de pouvoir protéger les motoneurones restants. Évidemment, pour l'instant, on n'a pas le moyen d'agir avant. Donc, vous savez que la voie glutamatergique qui a conduit à la commercialisation du Riluzol est toujours un peu à l'honneur, et que un des récepteurs au glutamate est les récepteurs AMPA. Et donc, il y a eu un essai thérapeutique multicentrique qui a évalué l'efficacité du talenpanel. C'est une étude qui avait débuté en 2008, et malheureusement il n'y a aucun effet chez les patients, ni sur le plan symptomatique, ni sur le plan du pronostic vital. Les cellules souches aussi sont à l'honneur. Alors pour en reparler, il y a un certain nombre même de structures privées qui proposent des injections de cellules souches. Là, c'est une étude qui a montré que, en tous les cas, c'est faisable. C'est faisable soit par voie veineuse, soit par voie intratécale. Et qu'il est possible de faire des injections de cellules souches multipotentes autologues, que globalement on a peu d'effets indésirables, et il faut toujours être prudent. Il semblerait qu'on a peut-être un petit effet symptomatique sur la stabilisation de l'échelle de dégradation fonctionnelle qui est la LSFRS. Bon, en sachant qu'on est sur un tout petit nombre de patients, qu'on n'est pas dans une étude contrôlée randomisée en double aveugle, mais en tous les cas, bon, c'est une première étape qui est intéressante dans le sens où on peut, en tous les cas le faire. Maintenant, je pense qu'il va falloir que ça soit vraiment encadré dans le cadre
recherche thérapeutique pour éviter que il y ait un certain nombre de cliniciens proposent, à mon avis, n'importe quoi, et en tous les cas sans évaluation. Bon, le lithium, vous en avez tous entendu parler, il y a un certain nombre de patients qui ont été traités, il y a une forte pression pour évidemment l'évaluer. Donc après la publication de Forney dans PNAS en 2008, évidemment un certain nombre d'études ont été réalisées de par le monde. Globalement, les études ont été arrêtées. Il n'y a pas d'effet du tout des sels de lithium ni sur la survie ni sur le plan symptomatique. On est même persuadé qu'il y a un certain nombre d'effets secondaires qui sont liés à la prise de lithium et qui, donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune indication de poursuivre en tous les cas le lithium en association avec le riluzole. Sur le plan de la prise en charge respiratoire, les techniques de désencombrement, je pense que là il faudrait vraiment travailler beaucoup, mais en tout cas sur le plan de la prise en charge, parce que c'est vraiment un travail pour les kinésithérapeutes, que les kinés soient formés aux techniques de désencombrement, mais en tous les cas ça marche. En ce qui concerne, vous savez, la trachéotomie, c'est quand même très lié, la pratique est quand même très liée aux cultures. Les Japonais trachéotomisent beaucoup. Les Italiens semblent trachéotomiser en tous les cas 3 fois plus que nous, puisque nous on estime qu'on a à peu près 3% de patients atteints de SLA trachéotomisés, que c'est bien encadré, que c'est une discussion qui est multidisciplinaire, qu'on reprend à plusieurs consultations. En tous les cas, bon, les pratiques sont diverses suivant les pays. Si on analyse la qualité de vie après trachéotomie, en tous les cas, il y a quand même un certain nombre d'effets qui apparaissent, à la fois pour le patient évidemment chez les dents, et que donc ça souligne toute la gravité de la décision à prendre. Et que il faut évidemment savoir qu'il peut y avoir des dépressions sévères qui apparaissent, qu'il peut y avoir des phénomènes de burn-out, et se pose aussi la grande question, on pourra en parler si vous voulez, de l'arrêt de la ventilation en cas de désir formulé par le patient, par la famille, et quelle est notre conduite à tenir par rapport à ça. Sur le télémonitoring, il semble que, en tous les cas, la VNI, on est persuadé que la ventilation non invasive au masque est bénéfique. Il y a des petits problèmes d'interface, mais qui vraiment ont été améliorés au cours des années. Ce qui est clair, c'est que évidemment, il faut convaincre les patients du bénéfice de cette ventilation non invasive. Et il semble que si on fait du télémonitoring, eh bien, on a moins de passages aux urgences et que la compliance est meilleure que ceux qui ne l'ont pas. Voilà, les biomarqueurs, il y a les cliniciens qui essayent de chercher des biomarqueurs. Vous savez qu'on fait ça dans toutes les maladies dégénératives. On a la chance dans la maladie d'Alzheimer d'avoir un certain nombre de biomarqueurs biologiques qui nous permettent de faire le diagnostic à un stade prédémentiel. On n'en est pas là dans la pathologie de type SLA. Et c'est vrai que les cliniciens essayent de trouver des biomarqueurs qui soient radiologiques ou bien biochimiques, qui puissent être utilisés en pratique clinique. Donc pour l'instant, on va dire qu'on reste dans des biomarqueurs qui sont pas très faciles d'utilisation et qui font pas complètement consensus dans le sens où c'est pas en tous les cas forcément très sensible.
Donc en conclusion, il y a eu des avancées sur le plan de la classification phénotypique, il y a la poursuite des travaux d'épidémiologie avec l'étude des facteurs de risque, il y a eu des nouveaux critères électrophysiologiques qui ont été établis il y a quelques années et manifestement ils sont très utiles et ils sont plus sensibles et spécifiques que les critères d'Alescorial, que la prise en charge nutritionnelle et respiratoire confirme que c'est réellement extrêmement utile pour les patients. Il y a la recherche qui essaye d'évaluer des traitements symptomatiques parce que évidemment on a envie de faire vivre nos patients plus longtemps, mais il faut aussi que la qualité de vie soit améliorée. Il y a un certain nombre de symptômes qui restent extrêmement invalidants et donc il faut continuer la recherche dans ce sens-là. Évidemment, la grande déception, mais je pense qu'on le met chaque année, c'est qu'on a, depuis le riluzole, on n'a aucun nouveau traitement étiologique. Donc il y a des études qui continuent, il y a des essais thérapeutiques qui débutent, ça s'arrête pas, mais évidemment, on va pour l'instant, depuis 15 ans, on va de déception en déception. Voilà, merci. On va un petit peu recadrer notre horaire dans le temps qui nous reste pour à peu près tenir au moins la finale. Madame Lacomblaise va nous dire 10 minutes. Voilà, une présentation et c'est capital vu ce que l'association investit, vu ce que l'on doit à la Fondation Bouygues pour ce projet, va nous parler du projet transversal. Ça nous mettra vers 16h10. Ensuite, il y aura 3 ateliers possibles. Je vous demanderai, vous avez le temps un peu d'y réfléchir en écoutant Mme Lacomblaise. Les 3 ateliers, soit pourront rester dans la salle les personnes qui souhaitent en savoir plus sur des questions touchantes à la recherche et plus spécialement aussi sur le projet transversal. Ensuite, il y aura un atelier animé par notre président, M. Hirsch, donc sur le droit des malades, à partir de son engagement éthique, donc sur l'environnement politique et financier aussi de toutes ces questions. Un 3e atelier est proposé sur tout ce qui est aide d'urgence, aide technique, structure de soins réadaptée, un atelier qui sera animé au 1er étage également par M. Tronchon et Marine Le Boulanger, donc, qui est ergothérapeute à l'ARS. Et puis, à partir, on aura 3 quarts d'heure à peu près pour ces ateliers, 16h15, 17h, et à partir de 17h, il y a un temps de convivialité qui est prévu ici, donc vous pourrez vous poursuivre, vous rejoindre pour le temps de convivialité. Et à la fin de ce temps de convivialité, Emmanuel Hirsch, sur le lieu, nous donnera les résultats des votes et nous dira au revoir, voilà, pour essayer à peu près de gagner le temps. Philippe, il n'a pas voté.